Bonjour à toutes et à tous, c'est le docteur Vincent et aujourd'hui nous allons parler du virus 2019 nCoV. Donc de quoi s'agit-il? Évidemment, il s'agit du virus dont on parle partout dans la presse depuis quelques semaines avec une accélération de la couverture depuis quelques jours. Et donc nous allons voir ensemble un petit peu quelle est l'origine de ce virus, quel est son niveau de dangerosité et ce qu'il convient de faire quand on est en zone très exposée, en zone épidémique. Donc ce virus, avec un nom assez compliqué à comprendre, 2019 nCoV, 2019 pour l'année de sa découverte, c'est-à-dire la fin de l'année 2019, N pour néo, nouveau, et CoV pour coronavirus. Ce virus fait partie de la grande famille des coronaviridae, une famille de virus essentiellement respiratoires que l'on trouve très majoritairement chez les animaux et chez l'être humain. D'une façon générale, c'est un virus qui est bénin, qui donne des symptômes essentiellement respiratoires. Et il est bon de savoir que chacun d'entre nous, au cours de sa vie, essentiellement dans notre jeunesse, avons été exposés 3 à 4 fois à un virus de cette famille. Pourquoi le nom de coronavirus? Corona, ça n'a strictement rien à voir avec la bière, comme je le vois fleurir depuis 3 ou 4 jours sur le web, mais ça a à voir avec la forme générale du virus et notamment la façon dont il apparaît en microscopie électronique, avec sur sa périphérie des protéines de membrane qui donnent comme une représentation de la couronne solaire, d'où coronavirus. Ce virus, donc découvert à la fin de l'année 2019 dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, est un virus qui a une contagiosité qui est encore inconnue pour le moment. Il est trop tôt pour que les épidémiologistes d'intervention qui travaillent à essayer de retracer l'origine du virus et de voir à quelle vitesse il se propage. Donc il est trop tôt pour que ces spécialistes soient capables de nous donner un niveau de contagiosité. Ce que l'on sait par contre, c'est la façon dont il se propage. Il se propage de la même façon qu'à peu près tous les virus avec un tropisme respiratoire, c'est-à-dire essentiellement par des gouttelettes suspendues que nous émettons lorsque nous allons tousser ou lorsque nous allons éternuer, et aussi par les mains, parce que évidemment les mains peuvent se souiller par ses propres gouttelettes, et nous amenons régulièrement nos mains à la bouche, soit directement, indirectement, et notamment quand nous nous touchons le visage, ce que nous faisons plusieurs dizaines, voire des centaines de fois dans une journée, ou lorsque nous mangeons. Et donc, à la vue de ces modes de transmission, comment se protéger de cette pathologie? Donc là, je tiens tout de suite à préciser que le conseil ne s'adresse au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 26 janvier 2020, qu'aux personnes résidant soit en Chine, soit dans le voisinage immédiat de la Chine. Si vous vivez quelque part en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, dans le monde arabe ou que sais-je encore, dans l'immédiat, sachez que les cas qui ont été rapportés ici sont déjà extrêmement peu nombreux et sont des contaminations directes qui ont été établies en Chine. D'accord? Il n'y a pas encore de foyer épidémique en dehors de la Chine, même s'il est probable que en sud-est, dans le sud-est asiatique, il y ait prochainement des possibilités de transmission interhumaine. Ça, nous allons voir ça dans les prochains jours. Donc, pour les personnes qui vivent dans des régions particulièrement exposées, quoi faire? Un certain nombre de choses relativement simples qui correspondent, je dirais, essentiellement à du bon sens et qui peut s'appliquer à toutes les pathologies respiratoires virales, c'est-à-dire éviter de fréquenter des lieux publics si ce n'est absolument pas nécessaire. Donc on va éviter les théâtres, les cinémas, éviter les transports en commun si on a le choix. Si l'on doit aller dans des lieux publics ou dans les transports en commun, il peut être intéressant de porter un masque de style chirurgical. Vos masques de moto à haut niveau de filtration pourront être efficaces aussi. Lavez-vous aussi régulièrement les mains, c'est un conseil général d'hygiène, mais il faut le renforcer à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez passer à table, chaque fois que vous allez revenir d'un lieu public, lavez-vous les mains à l'eau savonneuse, tout simplement. Ensuite, si vous êtes bien évidemment en contact avec des personnes qui sont malades, qui ont un tableau grippal, il vous est recommandé de la même façon de porter un masque ou, si c'est possible, d'éviter tout contact, surtout si vous êtes fragile au niveau respiratoire.
Comment donc cette pathologie s'exprime? Elle s'exprime de la même façon que quasiment toutes les pathologies virales respiratoires, encore une fois, c'est-à-dire un tableau relativement peu typique qui va associer fièvre, éventuellement des courbatures lors de la phase invasive, un tableau de rhume avec des éternuements, de la toux. Et si la maladie se développe, c'est-à-dire si le foyer viral descend sur les bronches, à ce moment-là, on peut assister à des véritables gènes respiratoires qui peuvent évoluer vers des dyspnées majeures. C'est donc dans ce cas-là qu'il faudra consulter. Si vous avez simplement un tableau grippal qui est je dirais relativement modéré, avec une fièvre modérée, un bon état général, juste de la toux et des éternuements, vous pouvez tout simplement rester à la maison, au repos et attendre que ça passe, et éventuellement prévenir les gens qui vivent autour de vous, de façon à ce qu'ils puissent prendre des mesures de protection. D'ailleurs, c'est une chose qui est fondamentale à comprendre dans ce genre d'événement, c'est qu'il ne faut pas penser qu'à sa propre gueule. C'est-à-dire qu'il faut aussi penser aux autres. Et donc, si vous avez un tableau de type viral, il va convenir de se mettre en retrait, c'est-à-dire d'éviter d'aller au travail pour contaminer tout le monde, ou bien si vous avez à sortir et que vous toussez, c'est-à-dire que vous produisez régulièrement ces fameuses gouttelettes qui peuvent permettre la contamination, il vous est fortement recommandé de porter un masque. Encore une fois, pour le moment, ces conseils sont essentiellement pour les gens qui vivent en Chine ou en Asie du Sud-Est. Et vous savez, si vous-même vous vivez depuis quelque temps dans ces régions, que le port du masque est quelque chose qui est socialement complètement accepté et que donc il faudra vraiment le mettre. Cela permettra, si vous êtes porteur du virus ou de toute autre forme de virus, d'en stopper la transmission, ce qui est une bonne chose pour les gens qui vivent autour de vous. Et pensez que même si vous êtes particulièrement résistant, vous êtes peut-être en contact avec des femmes qui ont de jeunes enfants, ou des papas qui ont des jeunes enfants, ou bien des personnes âgées qui puissent avoir des problèmes cardiovasculaires ou bien respiratoires. Donc il importe pour chacun d'entre nous d'être sérieux et de protéger notre environnement. Ensuite, ce virus est-il un virus tueur extrêmement dangereux qui signe le début du collapse général et de la fin du monde par une grande épidémie d'ampleur? Même s'il est évidemment trop tôt pour savoir exactement à quoi nous avons à faire face, il semble que les premiers chiffres vont dans le sens d'un apaisement relatif. Et effectivement, le nombre de cas rapportés au jour d'aujourd'hui, et je vous mets dans la description de cette vidéo le lien vers les bulletins quotidiens de l'OMS. Donc le nombre de cas général rapportés et confirmés s'élève à autour de 1300 cas, ce qui est quand même relativement faible, dont 41 morts, ce qui signe une mortalité qui doit se situer dans les 3%. Cela se compare à d'autres virus de la famille des coronaviridés, notamment le SARS, dont on avait longuement entendu parler dans les années 2003-2004, qui lui aussi était parti de Chine, et pour lequel la mortalité avoisinait les 10%. Et l'autre virus, qui lui est toujours actif, le MERS, lui a une mortalité autour de 34%. Tout cela était quand même à rapporter à des chiffres beaucoup plus ordinaires auxquels nous ne faisons absolument plus attention, qui sont par exemple les chiffres de la grippe saisonnière, c'est-à-dire quand même une pathologie particulièrement ordinaire. Eh bien, figurez-vous que rien qu'en France, chaque année, la grippe tue en moyenne 10 000 personnes, et la grippe, qui fut particulièrement faible, semble-t-il, entre 2018 et 2019, n'a occasionné que la mort de 7700 Français. Donc vous voyez quand même qu'il faut relativiser les choses au jour d'aujourd'hui et que ces chiffres sont largement supérieurs à toutes les autres formes d'épidémies générées par les virus de cette famille. Du reste, il faut aussi savoir que ces chiffres de mortalité sont calculés, à partir du nombre de cas confirmés. Et ce que l'on sait, c'est que dans ce genre d'épidémie, il y a un énorme effet iceberg, c'est-à-dire que les gens qui vont aller consulter, qui vont être des cas confirmés, ne représentent sans doute que la partie émergée de l'épidémie, avec une très grande majorité des cas qui vont passer sous le radar, soit que les gens n'aillent pas à l'hôpital, soit tout simplement qu'ils développent des symptômes mineurs à type de gros rhume.
et qu'il ne soit jamais intégré dans le calcul général de la mortalité. Donc évidemment, quand vous voyez ces chiffres-là, on peut considérer que ce sont a priori des chiffres maximaux. Au final donc, au jour d'aujourd'hui, la majorité des cas, l'écrasante majorité des cas, sont en Chine. On a plus de 98% des cas rapportés pour le moment en Chine. Des cas d'exportation ont été confirmés, tout d'abord dans le voisinage immédiat de la Chine, le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam, la Thaïlande. Quelques cas maintenant ont été confirmés en Europe de l'Ouest, notamment en France, aux États-Unis et au Canada. Tous ces cas-là, pour le moment, sont des cas d'importation et il n'y a pas la preuve de contagiosité locale. Il est à noter aussi que les institutions publiques, et notamment l'OMS, font un boulot tout à fait correct et que les Chinois ont appris les leçons du SARS. Effectivement, en 2003-2004, à l'occasion de cette épidémie, qui était particulièrement surprenante, les autorités chinoises ont joué le jeu du blackout et du déni total pendant de très nombreuses semaines, ce qui a gêné l'organisation de la prévention et le travail des épidémiologistes, dont la mission est de casser la transmission. On voit que cette année, les Chinois ont une attitude radicalement opposée, avec une transmission immédiate de l'ensemble de leurs chiffres et de la science dont ils disposent. Effectivement, ils ont publié, il y a un peu plus d'une semaine, la séquence génétique complète de ce virus afin de faciliter le travail des épidémiologistes d'intervention et des spécialistes en biologie moléculaire. Je pense, que l'on peut faire confiance aux chiffres qui sont publiés à ce niveau-là, soit par les Chinois, soit par l'Organisation mondiale de la santé. Et il apparaît que les réactions générales des appareils de santé publique soient adaptées à la situation à ce jour. On verra d'ailleurs les décisions assez drastiques imposées par les Chinois à leurs propres habitants, où de nombreuses villes se retrouvent en quarantaine. C'est-à-dire que ce n'est pas mettre quelques milliers de cas dans une situation de fermeture avec le monde extérieur, mais il s'agit carrément de condamner les mouvements dans de nombreuses villes de plusieurs millions d'habitants. Donc là où aujourd'hui on en est à peu près à 50 millions d'habitants, dont les mouvements sont très fortement réduits. Évidemment, on ne peut pas fermer entièrement une ville, mais il est à noter quand même que l'approche chinoise est particulièrement radicale. Et donc pour terminer cette vidéo, je voudrais témoigner de mes remerciements chaleureux, sincères à l'ensemble des professionnels, qu'ils soient épidémiologistes chinois ou bien infirmières françaises, qui tout au long de cette chaîne d'intervention travaillent à contenir l'épidémie, à rassurer les malades éventuels et qui, d'une façon générale, sont en première ligne sur la lutte contre cette épidémie et contre les suivantes. Car de toute façon, dans le monde dans lequel nous sommes, il y en aura d'autres. C'est un fait absolument indiscutable. Sur ce, j'espère que cette vidéo aura permis de vous informer de façon correcte. Si la situation épidémiologique venait à évoluer, bien évidemment, je ferai une vidéo de suivi. Bien difficile au jour d'aujourd'hui de savoir dans quelle direction cela va aller, mais j'espère globalement que les chiffres que je vous ai apportés pourront vous aider à ne pas céder à une psychose générale, car finalement on peut bien voir qu'il y a certes quelque chose de nouveau, et tout ce qui est nouveau est inconnu est a priori effrayant, mais ce que nous commençons déjà à en connaître ne nous met pas dans une situation de grippe espagnole qui, au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans des conditions sociales générales extrêmement dégradées, a causé la mort de plus de 20 millions de personnes. Là, pour le moment, on en est à 41 personnes, essentiellement des personnes âgées et fragiles, et exclusivement pour le moment en Chine. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et portez-vous bien.